Buongiorno. Bonjour. Le titre de cette rencontre nous dit déjà de ce qu'on veut parler. Être heureux, c'est possible. Témoignage. Dans beaucoup de rencontres avec les journalistes durant ces jours, avant le meeting et pendant le meeting, beaucoup d'entre eux ont manifesté la perplexité sur le titre du meeting. Parce qu'ils disent, comment faites-vous pour dire qu'elle rende l'homme heureux? Mais qui peut penser que l'homme est heureux? Et ensuite, imaginons que chacun dans son petit monde, dans son intimité, perçoive une signification à ce mot. Les forces qui font bouger l'histoire sont différentes. L'histoire va mal. Regardez les catastrophes qu'il y a autour de nous, les violences, les guerres, les maux, l'insatisfaction, la rancœur. Le mot que le 106 nous a dit, qu'on dit en Italie, c'est la rancœur. Alors, ce titre est un peu étrange parce que, tout d'abord, cela veut dire quoi, être heureux? De deux. Qu'est-ce que ça veut dire que l'histoire est frappée, touchée par ce bonheur qui touche le cœur de l'homme. On a écouté hier chez Caron la rencontre sur Job, qui est la réponse à la douleur. Parce que la douleur et le mal, c'est la grande objection à tout cela, et dans la vie professionnelle, et dans la vie personnelle, que la douleur n'a pas, même pas de la part de Dieu, une explication. Dieu se fait ton compagnon. Avant, il dialogue avec toi, et ensuite se fait ton compagnon. Dieu choisit la méthode de sa présence, de la compagnie. Et alors, comment faisons-nous pour répondre à l'objection des journalistes, mais même à notre objection? Disons la vérité, parce qu'on la pense aussi comme les journalistes la pensent parfois. On peut répondre, non pas faisant une leçon sur la douleur, ceci c'est important, les philosophes peuvent la faire, mais nous, ici au meeting, nous pouvons montrer des lieux, des présences, des personnes, des témoignages où l'on voit que, comme la correspondance au cœur, pour quelqu'un, peut être le début d'une nouvelle vie. Un signe, une façon différente, quelque chose qui n'est pas explicable de manière naturelle. Quelque chose qui dérive de ce titre, du fait que le cœur de l'homme est encore plus profond de n'importe quel type de mal, de n'importe quel type de douleur. Et alors, pour cela, on a pensé aujourd'hui de mettre face à tout le monde, avec cette prétention, deux témoignages qui proviennent de ceux de l'Amérique. La première est de Veronica Cantero Burroni, qui se trouve à ma droite. Elle a 16 ans et vit à Campana avec ses frères et ses parents et fréquente la terminale auprès de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin. Et elle, en outre, a aimé ses études, la littérature, la chimie, la biologie. Elle aime écrire et lire. Et elle dit, l'écriture et la lecture m'aident à connaître et participer au bonheur du monde qui m'entoure. Et alors, elle a commencé à écrire à l'âge de 7 ans. Elle a écrit 5 livres, 4 romans et un recueil de racontes. Et le dernier roman a comme titre Le voleur d'ombre et pas traduit encore en français. Et elle a gagné le prix en 2016 de la littérature des garçons. En 2017, à la Biennale des Alpes, elle a pris la reconnaissance pour les personnes qui sont handicapées, qui sont reconnues dans le public.
À ma gauche, il y a Paola Cigarini, qu'on remercie et on salue avec un applaudissement. Originaire de Maranello, où il y a la Ferrari, et elle vit depuis 14 ans à Salvador de Bahia. Elle a étudié les langues, diplômée en sciences de l'éducation et de la formation. Elle fait un master sur le développement humain et maintenant elle est responsable du centre éducatif João Paulo II, situé dans les périphéries de Salvador, à l'intérieur dans des bidonvilles appelés le centre éducatif Jean-Paul II accueille 500 garçons, 500 enfants à travers des activités différentes de culture, de sport et d'enseignement. Et à travers elle, on écoutera des réponses à ces questions. On commence maintenant avec Véronica, mais avant tout, on vous montre une vidéo qui présente quelque chose de sa vie. Un écrivain latino-américain disait que nous les hommes, nous avons deux yeux, l'un de chair et l'autre d'os. L'œil de verre. Pour écrire, j'observe beaucoup la réalité parce que je crois que la réalité a beaucoup de points cachés où il peut y avoir une histoire intéressante qui dise beaucoup de moi. Et donc, à travers mon histoire, je peux peut-être toucher quelque chose en d'autres personnes qui se sentent émues. Je suis Veronica Cantero Buroni, j'ai 14 ans, je suis étudiante et auteure. Au début de l'année, en mars, j'ai dû subir une opération chirurgicale assez importante. J'ai été au lit et à ma grande surprise, on m'a dit « Tu es un finaliste dans un grand prix, tu vas aller en Italie pour participer à la cérémonie de remise de prix. » Le voleur d'ombre. Ce prix m'encourage à continuer à écrire et à prendre l'écriture comme ma carrière pour le futur. Ça a été un voyage vraiment très intense et émouvant. Parce que si on est assis et on essaye de se lever, au sens métaphorique bien sûr, pas littéral, on ne peut que voir des choses qui sont sur sa table. Et seulement parce qu'on s'est levé, en se levant, on voit des choses qu'on ne voyait pas. J'ai eu l'opportunité de venir au meeting en 2016, pas physiquement, mais avec une ombre à travers tous les autres, les jeunes qui étaient là. J'ai fait une représentation théâtrale de quelques scènes du livre. Ils ont fait une représentation théâtrale et ils ont essayé de se connecter avec moi par Skype. Mais ça n'a pas fonctionné et ils m'ont demandé dans l'avenir de pouvoir venir personnellement. Et à ma grande joie, ce jour est arrivé. J'aimais beaucoup voir leur réaction quand ils me connaissaient plus à travers l'histoire que je leur racontais. Je voyais qu'ils prenaient du courage et qu'ils essayaient d'être en eux-mêmes le don que j'avais. Il y a aussi autre chose qui me plaît beaucoup et qui est que eux, dans cette rencontre, avec leurs avis et leurs critiques sur le livre, ils me donnent des idées pour apprendre et pour écrire. Et ils m'aident à progresser dans ce que j'aime faire. Cher Pape François, je te dédie ce livre pour te remercier de tout ce que tu m'as appris. Tu m'as appris à user mes yeux de verre et mon œil de chair, parce que cela pour moi est un rêve. Je remercie Dieu pour cela et pour tout. Merci, Véronica. Comment tu vas? Tu es contente? Oui, très.
On m'a dit que tu es une très bonne, un écrivain qui réussit beaucoup. Oui, je te donne ce livre. C'est pour moi? Oui. Merci. Je t'aime. Prie pour moi, hein? Oui, je continue à prier. Ciao. Merci. Il m'a donné le son et l'alphabet. Merci à la vie, dit la chanson, avec les paroles que je pense et que je déclare. Mère, ami, frère et lumière resplendissante, le chemin de l'âme de celui que j'aime. Voici les personnes que je remercie pour la réalisation de la vidéo. L'Association civile argentine, TV 2000, le prix littéraire Elsa Morante et la musique de Violetta Parra, merci pour la vie, à la vie. Playas y desierto montañar y llano. Avant de commencer, je veux remercier mes amis d'Argentine, mes amis italiens qui sont ici, et même les personnes qui n'ont pas réussi à venir ici, mais qui, à travers la distance, elles m'accompagnent. La rencontre avec le pape que j'ai demandé de montrer dans cette vidéo de présentation, son étreinte, ses paroles, m'introduisent avec précision au thème de cette rencontre. Être heureux, c'est possible. Je ne le dis pas comme question, je le dis comme si c'était une affirmation, parce que je suis persuadé qu'on peut être heureux. Le moment qu'on a vu dans la vidéo, c'était un moment de bonheur total, au point que je peux dire que être heureux signifie se sentir embrassé, parce que quand on est embrassé, étreigné, on est capable de voir la vie d'une manière différente, avec l'œil de vitre, comme le pape l'a dit aux jeunes de Cuba quand il allait au Cuba en 2015. Il a cité dans cette occasion un écrivain latino-américain, Michelangelo Studios. Cet écrivain disait « Nous avons un œil de verre et un œil de viande, de chair. Avec l'œil de chair, on voit ce qu'on voit. Avec l'œil de verre, on regarde ce qu'on rêve. » Je l'écoutais quand il le disait à Cuba et ça m'avait vraiment frappé. Ça m'est resté à l'esprit, c'est cette chose des deux yeux, l'œil de verre et l'œil de chair. Quand j'étais à la place Saint-Pierre, avant l'audience du pape, je n'avais pas les prétentions de voir le pape, mais la possibilité était bien présente de voir le pape. J'avais une partie de mon livre sur une petite table de mon fauteuil roulant et j'espérais de pouvoir l'offrir au pape. Et j'étais déjà dans la place Saint-Pierre, dans la partie où il y a tous les enfants, tous les jeunes handicapés. Et j'ai commencé de penser, qu'est-ce que je pourrais dire au pape? Je voulais lui écrire une dédication. La première chose que je voulais lui dire, c'était merci. Mais pourquoi merci? Qu'est-ce que c'était concrètement ce dont je voulais le remercier? Alors, je me rappelais du discours aux jeunes de Cuba, celui de l'œil de verre et de l'œil de chair, celui de la perspective que Dieu m'offrait
pour m'avoir donné ces 2 yeux. À la fin, j'ai écrit ces paroles. Cher Pape François, je te dédie ce livre pour te remercier de tout ce que tu m'as enseigné, tu m'as appris. Tu m'as appris à utiliser mon œil de verre et mon œil de chair. Parce que ceci est un rêve pour moi. Un rêve qu'aujourd'hui je peux vivre. En outre, dans le même discours aux jeunes de Cuba, le pape a parlé du fait de rêver. Et il dit que dans l'objectivité de la vie, il faut que la capacité de rêver entre. Et un jeune qui ne rêve pas est renfermé en soi-même. Chacun d'entre nous rêve des choses qui peut-être ne se produiront jamais, mais il disait, ouvrez-vous aux grandes choses, il faut que vous désirez les grandes choses. On est fait pour les grandes choses. Il me semble que rêver, comme le pape le disait, c'est la même chose que désirer. Le pape disait aux jeunes de Cuba que la chose la plus précieuse c'est la capacité de désirer de grandes choses pour nos vies et pour les personnes qui nous entourent. Le pape a aussi dit dans ce même discours, rêve que le monde avec toi soit différent. Rêve que si toi tu fais de ton mieux, le monde puisse être différent. Et je pense toujours à ça quand je pense à ma vie. Quelle est ma façon de contribuer à ça pour que le monde soit différent? Comment puis-je faire si j'ai cette limitation? La réponse, je l'ai trouvée à un écrivain. Parce que si je n'avais pas cet handicap, je suis sûr que je n'aurais jamais écrit. Donc, ma condition physique me permet d'être plus attentive à la réalité. J'observe dans les autres, de manière plus attentive, des mouvements que je ne peux pas faire moi. Pour cela, je dis toujours que être sur le fauteuil roulant n'est plus une croix pour moi, mais c'est la raison pour laquelle j'écris. Je crois décidément que n'importe quel type de circonstance a raison d'être. Parce que ma famille m'a appris depuis quand je suis toute petite que Dieu a tout sous son contrôle. Borges, qui est un écrivain très célèbre de mon pays, une fois a dit « N'importe quel type de destin, que ce soit long ou compliqué, consiste d'un seul moment, le moment dans lequel l'homme sait toujours qui est. » Je m'identifie beaucoup dans cette phrase que je viens de vous dire parce que n'importe quel type de destin, quoi que ce soit long ou compliqué, est une réalité d'un seul moment. Donc, quand à l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à demander à Dieu, non pas le pourquoi, mais à quel bon il m'avait donné cette condition. À quoi bon? Il m'a répondu, je te donne ce don afin que tu puisses montrer aux personnes que dans n'importe quel type de circonstances, les personnes peuvent être elles-mêmes. L'un des personnages du livre Voleur d'ombre s'appelle Massimo. Il se trouve à l'école et il s'amuse en observant son ombre qui imite n'importe quel type de mouvement qu'il fait avec une précision extrême. Et il regarde aussi ceux qui reflètent les autres ombres, les ombres de ses compagnons. Mais en regardant ces ombres avec attention, il s'aperçoit que beaucoup de ses compagnons n'avaient pas d'ombre. Mais comment cela pouvait être possible? Alors, il faisait le chemin vers la porte avec cette question dans son esprit. Et cela est le début de tout. À la fin du cours d'éducation physique, qu'un compagnon, Robbie Pérez, avait quelque chose qui penchait de son sac à dos.
quelque chose qui pouvait rassembler à quelques tissus noirs. Très bien. Il fallait que je me mette dans le même mouvement de Massimo qui faisait pendant le cours d'éducation physique. Et je peux dire avec certitude que moi, qui ne peut pas se bouger, je bougeais de sa manière, à sa manière. Le livre Voleur d'ombre a reçu un prix très important en Italie, qui est le prix Elsa Morante. La cérémonie s'est déroulée à Naples. Et depuis ce moment, ce petit roman est devenu très célèbre même en Argentine. Et donc, je suis invité bien fréquemment à des rencontres avec des jeunes de mon âge, mais aussi avec des enfants. J'aime bien répondre aux questions qu'ils me posent sur le roman, sur les personnages, et donc les questions qu'ils me posent sur la vie. J'essaie de communiquer à ces enfants, à ces jeunes, qu'eux aussi, ils sont venus au monde, ils sont nés pour être heureux. Et que nous tous, on a un don qu'on doit découvrir ou qu'il faut qu'on permette aux autres de nous montrer ce don. Et encore plus, je propose à ces jeunes de ne pas avoir peur, d'avoir le courage toujours de lutter pour ce qu'ils veulent, pour ce qu'ils désirent, ainsi qu'eux aussi puissent voir la vie avec l'œil de verre et affronter avec foi, force et espérance les adversités, les difficultés qui touchent tout le monde jour après jour. Quand j'écris, je n'ai aucun type de limite. Il est suffisant de me couler dans mon imagination, de me connecter avec mes personnages, les respecter. Oui, les respecter. Parce qu'une fois que les personnages prennent vie, une fois qu'ils grandissent, ils parlent avec moi, ils sont en discours avec moi. Il peut paraître étrange, mais il m'est déjà arrivé d'entendre qu'un personnage n'aime pas être dans l'histoire. Quand il se passe cela, j'ouvre la porte pour qu'un autre personnage entre. Et pour qu'il reste vivre dans la petite maison de mon imagination jusqu'à la fin de mon histoire. Pour être encore plus concrète, je vole une idée à Acha Maini, qui est la présidente du prix Elsa Morante. Dacia Maraini, dans son livre qui s'intitule « Si un personnage frappait à ma porte », révèle que quand un personnage naît, elle ouvre la porte de l'imagination, le personnage entre, s'assoit et lui demande un café. Dans l'attente, elle raconte son histoire, le personnage. Quand le personnage termine son histoire, il lui demande le dîner. Et s'il le veut, il lui demande aussi si elle a à disposition un lit pour dormir. Je fais la même chose. Une fois que le personnage demeure dans la petite maison de mon imagination, moi, je comprends que j'ai une histoire à raconter au monde entier. J'écoute le personnage et ensemble, avec le personnage, on construit petit à petit un autre monde. Mais même si les personnages naissent de mon imagination, il arrive un moment où ils maturent, où ils grandissent et se développent par eux-mêmes. Quand ce moment arrive, il faut que j'apprenne à respecter les décisions que mes personnages veulent assumer, qu'ils veulent prendre. Parfois, ils me font comprendre qu'ils ne se trouvent pas à l'aise avec le rôle que je leur ai assigné, attribué, et donc il faut que je les laisse partir. Un autre écrivain latino-américain qui provient de la Colombie, qui s'appelle Nicolás Gómez Dávila, a écrit une phrase extraordinaire et je veux la citer. Elle dit ainsi: « Comment quelqu'un peut vivre qui n'attend jamais de miracle ?» Cet écrivain n'a pas beaucoup écrit, mais cette phrase, je l'adore. Comment quelqu'un peut vivre en n'attendant jamais de miracle?
Et quand je parle des miracles, je ne parle pas de changement des formes, de quelque chose de matériel ou qui se déplace d'un endroit à l'autre. Je ne parle pas des choses étranges comme celles que je viens de vous dire. Que signifie-t-il être ouvert et attendre un miracle? Quand j'ai lu cette phrase, quand j'ai entendu cette phrase, je suis resté touché et frappé parce que je me suis aperçu que j'aime les paroles, parce qu'elles me donnent de regarder chaque chose, de regarder toute chose pour toute sa petite chose qu'elle est, comme le miracle que les choses sont. Ceci représente ce qui m'en maintient en vie. Le fait de donner de la valeur, apprécier chaque détail de ce monde et découvrir les secrets que le monde me cache. Un miracle représente aussi quelque chose qui s'est produit depuis pas longtemps pour moi. Peu avant de recevoir l'invitation ici, en Italie, pour être avec vous, pour vous parler. Depuis pas longtemps, j'ai subi une intervention au dos et j'ai reçu pas mal d'interventions. Quand je me trouve devant un nouveau défi comme cette intervention, cela a été pour moi, j'ai dû demander qu'il se produise un miracle pour moi qui me libère de cette lutte. Et je n'y croyais pas, mais il fallait que je passe un autre défi. Toujours moi. J'étais persuadé que cette circonstance était une épreuve pour moi, une épreuve que Dieu me mettait sur le chemin pour voir si j'avais assez de foi. Et après beaucoup d'insistance et beaucoup de prières, il viendrait pour me secourir. Mais le temps passait et la réponse était toujours la même. Les docteurs, les médecins me disaient « Il faut que tu passes une opération. » Je l'admets. Ça m'a fait beaucoup de mal. J'avais du mal à l'accepter, mais depuis le premier instant, ma famille, mes amis m'ont étreigné. Ils n'ont jamais arrêté de m'embrasser et m'ont fait remarquer, ils m'ont fait être sûr que ceci serait positif pour moi parce que m'empirerait la possibilité de connaître de nouvelles choses. Et ils m'ont rappelé aussi que Dieu ne m'abandonne jamais. Quand j'ai réappris à avoir la certitude qu'il ne m'avait pas oublié, qu'il ne m'avait pas abandonné, j'ai commencé à écrire mes prières personnelles. Dans ces prières, j'ai eu plein de douleurs, plein de doutes, plein de peurs que j'avais en moi. Cela a été une chose vraiment incroyable. Soudain, Dieu s'est transformé en un ami inséparable et je ne pouvais pas ne pas lui raconter les choses qui m'arrivaient jour après jour. Et en ce moment même, je lui demandais, et je lui demande toujours à présent, « Que veux-tu de moi? Qu'attends-tu de moi demain ?» Avec les mois qui passaient, l'intervention se faisait toujours plus proche, toujours plus réelle. Et je me suis persuadé, mais cette fois avec bonheur, que le 2018 m'entendait mon ami le bistouri, comme mon frère et moi on l'appelle, lui aussi en fauteuil roulant comme moi. Mais quand j'avais déjà déposé toute ma confiance qu'on m'avait confiée, quand désormais je n'avais plus de peur à regarder le défi dans les yeux, droit dans les yeux, Jésus m'a posé une question. Il a posé une question à mon cœur. Et il m'a dit, « Qu'en dis-tu si je t'attends jusqu'au dernier moment parce que je veux t'étonner ?» Dans ce moment même, je pouvais penser seulement une chose. Et qu'est-ce que c'est cette chose? Pourquoi vous me le dites seulement maintenant? Peut-être que c'est quelque chose que je te demande depuis longtemps ou peut-être quelque chose de mieux encore. Et il m'a répondu, je ne sais pas, c'est une surprise. Il faut que tu ouvres ce cadeau et après tu vas voir. Le jour de l'intervention arriva et je terminais de ouvrir ce
cadeau, entre guillemets. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dû passer beaucoup de sacrifices et j'ai eu beaucoup de douleurs. Mais à travers cette circonstance, Dieu m'a donné la possibilité de me mettre à sa place dans sa croix en m'échangeant même la mienne des croix. Et cela compte comme miracle pour moi, parce que cela veut dire que n'importe quel type de personne peut vivre aujourd'hui ce qu'il a vécu il y a 2000 ans. Avec cela, je veux dire que être heureux ne signifie pas avoir un ciel sans tempête, un chemin sans obstacles, sans problème, ou un travail qui ne comporte pas des difficultés. Non. Être heureux veut dire pouvoir trouver la force et l'espoir dans les batailles. Cette force et cet espoir, moi, je l'ai trouvé dans le grand câlin des personnes, toutes les personnes qui ont prié pour moi et qui continuent de prier pour moi. Et donc, grâce à cette étreinte et malgré la douleur que je dois passer à cause de mon handicap, j'ai été et je suis à présent heureuse. Et donc, je peux dire avec certitude, avec pleine certitude, que les forces qui font bouger l'histoire sont les mêmes qui rendent l'homme heureux. Merci. Nous commençons là encore par une vidéo. Dans les années 90, un groupe d'amis italiens a connu la zone de Nueva Salgados, à la périphérie de Salvador. Et ému par la dure réalité de la pauvreté, de la violence et la vulnérabilité sociale, est né le centre éducatif Jean-Paul II pour aider les enfants et les jeunes de la communauté. Le centre éducatif travaille depuis 20 ans dans cette communauté. Il a été inauguré en décembre 1999 et il a commencé à accueillir des enfants début 2000. Pendant le jour, nous accueillons des enfants et des adolescents dans la part de soutien scolaire. Ils fréquentent l'horaire où ils ne sont pas à l'école primaire ou au collège. Et nous avons de plus en plus de demandes d'étudiants qui sont au début du lycée. Les professeurs ici m'ont très bien accueilli et ils me mettent à l'aise. Cela me plaît et je suis vraiment heureuse d'être ici. Je me suis fait beaucoup d'amis et je me sens aidée. Pour s'inscrire au soutien scolaire, il faut fréquenter l'école classique. Il y a 9 classes le matin et 9 l'après-midi à tour de rôle. Et tous les élèves reçoivent un déjeuner. C'est un endroit très respecté par les parents, les communautés. C'est un point de référence pour beaucoup d'enfants. Parce que cette zone est très pauvre, il y a beaucoup de carences. Et ici, il y a quelqu'un qui les regarde, qui s'occupe d'eux, à la différence des autres endroits où ils vivent. Cela peut sembler une aide à l'étude, mais c'est beaucoup plus, c'est un lieu d'éducation intégrale. Non seulement pour enseigner à faire les devoirs ou pour transmettre un contenu, pour apprendre quelque chose qui soit utile pour la vie de l'enfant. De la première à la 5e année, on fait les devoirs et on fait des cours de portugais, de mathématiques et on propose des aspects liés à la formation humaine. Se demander qui je suis, quelle est la valeur de ma communauté, de ma personne, de l'autre, de l'amitié, de la famille.
de la 6e année et ensuite, nous proposons le portugais, les maths, la science, la formation humaine, l'informatique et d'autres cours qui ont des visions professionnelles pour les aider à préparer leur orientation. Donc le cours d'informatique, la préparation à l'examen, l'institut technique et l'apprentissage. C'est une école qui m'a aidée à apprendre. J'ai beaucoup appris ici depuis que je suis petite. Je fais des récréations, je joue avec mes amis, je m'amuse. Ici, je suis beaucoup mieux qu'à l'école. On joue aussi sur le terrain de foot. Je pense qu'ici, on apprend à construire un projet de vie différent de ceux qui nous montrent à l'école. On travaille en pensant que les enfants vivent dans une réalité difficile, rude, et en essayant d'offrir aux enfants la possibilité de vivre leur propre enfance et de pouvoir apprendre et transformer ce qu'ils ont appris en quelque chose d'utile pour leur vie. Quand je suis arrivée au centre, on essayait toujours de montrer que le monde n'est pas seulement la communauté ici, qu'ils peuvent aller au-delà. Ils peuvent faire des choses nouvelles, faire une différence, faire quelque chose de différent. Le centre joue un rôle non seulement sur le plan didactique, mais aussi dans la croissance en tant que citoyen. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les mamans qui sortent le matin et qui reviennent tard le soir. C'est quelque chose qui nous donne de la tranquillité. Les enfants sont ici dans un lieu où nous avons totalement confiance. Je fréquente le centre depuis 4 ans et je fais du sport depuis 3 ans. L'après-midi, je fais mes devoirs. Le soir, je fais du hand et du basket. En 2013, nous avons commencé à réfléchir à l'idée de faire une proposition de sport. Paola a trouvé un financement et elle nous a appelés pour faire cela. À partir de ce pari, nous avons commencé à faire une équipe de basket, de hand, de foot. Ça a été une trouvaille géniale, une intuition victorieuse qui a révolutionné encore une fois le quartier. À travers le sport, on peut travailler sur beaucoup d'aspects. Le fait de se donner un objectif, la discipline qu'impose le sport, il faut obéir à des règles. C'est impressionnant de voir comme les enfants arrivent à s'adapter. Il existe une unité de langage entre les professeurs, de la part de l'école et de la part du sport. Et donc les études, c'est ce qui est fondamental. Ça finit par devenir une possibilité d'inclusion très grande. À travers une activité où nos jeunes se détachent, je me sens privilégiée de pouvoir jouer au centre. J'ai eu la possibilité de voyager comme représentant de la sélection de Bahia. Nous avons déjà gagné plusieurs championnats. L'année dernière, nous avons gagné le tournoi de la communauté. Nous sommes champions du FEPS, le festival sportif des écoles privées de Salvador. Nous sommes champions de l'État de Bahia en dessous de 13 ans. Nous avons beaucoup de jeunes et on peut penser que bientôt, je crois que certains ont la capacité d'arriver à un haut niveau pour le futur et même à des niveaux professionnels. J'ai le rêve de devenir joueur professionnel de basket. Peut-être jouer dans le NBA. Je vois une réalité ici au centre que je ne vois pas à l'extérieur. Il suffit de les regarder dans les yeux et de voir leur volonté d'être ici. Pour eux, c'est vraiment une deuxième maison. Le bien qu'ils reçoivent par les professeurs, les employés en général, tout ce qu'on leur fait de bien, ça les aide. C'est autre chose que ce qu'ils ont dans la rue. La Folia de Reis, c'est la fin de l'année scolaire. Depuis des années, c'est l'activité par laquelle nous concluons notre année d'activité. C'est une activité très belle que les jeunes adorent. Et ils ont déjà développé un savoir-faire, un know-how, comme on dirait en anglais. À travers les musiques et les chants de la tradition, nous avons intégré nos propres rythmes. Nous avons réussi à diversifier musicalement sans sortir de la tradition. Nous commençons à accueillir les enfants de nos premiers élèves qui sont passés par ici, parce que le centre éducatif fonctionne depuis 20 ans. Il existe un point de référence. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui me touche, pour qui je compte. Une institution comme celle-ci, un endroit comme celui-là, fonctionne comme un élément de défense de la vie. Parce que nous voyons dans le temps que les enfants qui passent par le centre changent de regard, de manière de vivre. Ils changent leurs relations
et ils commencent à suivre, ils arrivent à suivre leur parcours scolaire à l'école de façon régulière, de façon utile. Bonjour à tous, je m'appelle Paola, je suis italienne et je travaille et j'habite depuis 14 ans à Salvador, la capitale de l'État de Bahia, qui se trouve au nord-est du Brésil. Le Brésil, du point de vue politique, est une confédération d'États, un peu comme les États-Unis, et il a une extension territoriale d'une dimension continentale. Vous pouvez penser que l'État de Bahia est grand comme 2 fois l'Italie. L'État de Bahia se trouve au nord-est, qui, en même temps que le nord, est la région amazonienne, c'est-à-dire la partie la plus pauvre du Brésil. Notre climat à Salvador est tropical, donc c'est l'été toute l'année. Je suis arrivée à Salvador à travers un projet de coopération internationale italien réalisé par l'organisation italienne AFSI. Il s'agit d'une intervention de type sanitaire et éducatif en même temps pour combattre et prévenir la dénutrition infantile qui, à l'époque, avait des taux très élevés. On était à peu près à 60% de la population dans certains quartiers. Donc pour vous faire comprendre la raison de notre présence et de notre travail, il faut que je vous parle un peu comment sont nées les grandes métropoles du Brésil et de cette réalité qu'on appelle communément favela. Dans certaines langues, par exemple en anglais c'est le slum, en français c'est bidonville. Donc ce phénomène de périphéries urbaines qui se sont créées dans ce qu'on appelle les pays en voie de développement. Au Brésil, dans les années 70, il y a eu un très fort exode rural vers les capitales, de la part des populations les plus pauvres qui vivaient en campagne et qui n'avaient absolument aucune infrastructure et aucun service. Pour différentes raisons dans lesquelles je n'entre pas maintenant, les villes n'étaient pas préparées à recevoir cet immense flux de personnes. Et donc les personnes ont commencé à construire des maisons de manière autonome en occupant les espaces qu'ils trouvaient libres. Cela s'est produit de façon générale dans toutes les grandes métropoles, y compris à Salvador. Dans la zone où nous travaillons, la caractéristique particulière a été que comme les gens n'avaient plus de terrain à envahir, ils ont construit les maisons sur pilotis le long du littoral. Donc, moi, je suis allée là-bas parce qu'à ce moment-là, avait commencé un programme de requalification de la zone dont l'intention était d'éliminer les pilotis. Et le but était de le faire de manière particulière, c'est-à-dire sans faire des déplacements de masse de la population, parce que lorsque les gouvernements intervenaient pour réduire le problème des habitations, ils prenaient les gens en masse et les déplaçaient dans d'autres zones. Dans ce cas précis, l'intervention avait l'intention et le but de maintenir les gens dans leur communauté, dans leur environnement, parce que pour eux, c'était leur maison. C'est là qu'ils étaient nés, donc leur lieu, leur communauté. Actuellement, les conditions du point de vue urbaniste à Salvador, que ce soit dans la zone où nous nous trouvons et que ce soit de façon générale, ces conditions ont progressé. Mais de façon exponentielle, dans les dernières années, il y a une réalité qui a beaucoup grandi, une réalité très forte qui est celle de la violence. Il faut considérer que dans une ville comme Salvador, 40% constitue la ville formelle avec les paramètres que nous connaissons, des bâtiments, des numéros sur la rue, des égouts. Et 60% de la ville est totalement désorganisée, née de manière spontanée. Donc disons que 60% de la ville est
ce qu'on peut appeler des favelas, des bidonvilles. Donc ce terme, il y a quelques années, était perçu comme de manière très négative de la part des personnes qui habitaient dans ces communautés. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque un signe de reconnaissance défensive. Par exemple, nos jeunes disent « Oso favela », je suis dans une favelas, comme pour se racheter, comme pour reconnaître une identité. Je vais vous expliquer un peu pourquoi cette dynamique se produit. La réalité de vivre ainsi, de faire cohabiter ainsi côte à côte deux mondes aussi différents, d'un côté, on a un style de vie proche des États-Unis, de grands bâtiments, de grandes possibilités économiques, donc une vie qui tourne avec certains rythmes, et de l'autre côté, ces communautés où la majeure partie des adultes, par exemple, les parents de nos jeunes, vivent de fortune, de travaux de fortune informels. Certains sont stables, d'autres sont constamment en recherche, mais très peu ont un travail régulier. Donc c'est une manière de vivre totalement différente. Ces deux réalités sont concomitantes, sont voisines, donc il y a des tensions extrêmement fortes. Je passe à quelques données des dernières recherches sur la sécurité publique. Ce sont des chiffres de 2018 qui ont été publiés le mois dernier. On a relevé 63 800 morts violents en 2017, ce qui signifie 175 morts violents par jour. En plus de cela, on compte 82 600 personnes disparues, donc on peut présumer qu'ils sont aussi des victimes d'homicides potentiels qui se produisent dans les communautés. Dans notre quartier, nous avons une moyenne approximative de 2 homicides par semaine. La plupart des victimes sont des jeunes entre 14 et 28 ans. Et comme on le voit dans la vidéo, on voit que ce qu'on appelle un massacre de jeunes de couleur, des Noirs en particulier, qui vivent dans les favelas. Et sur cette tranche d'âge de 14 à 28 ans, ils sont particulièrement touchés. Il y a 30 000 assassinats par an. J'ai énuméré ces chiffres simplement pour vous faire comprendre un petit peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Actuellement, je travaille en tant que responsable du centre éducatif Jean-Paul II que vous avez vu dans la vidéo. Nous accueillons 500 enfants et jeunes tous les jours dans des activités de soutien scolaire, comme vous l'avez vu, et puis des activités sportives. Et c'est une aide gratuite que nous proposons aux familles. Le centre a été construit en 1999. Il a commencé à travailler en 2000, donc il a déjà une grande histoire dans la communauté. Et je crois que l'un des aspects qui rendent cet endroit un peu particulier, c'est la manière dont il est né, c'est-à-dire qu'il naît d'un geste gratuit, du geste de quelqu'un qui a été ému et qui a fait confiance à cette possibilité. Et je pense que la gratuité est un terrain extrêmement fertile parce qu'il ouvre des possibilités que le calcul, la mesure, la mesquinerie, la petitesse ne peuvent pas ouvrir. Donc ce fait déjà, de la manière dont il naît, de la manière dont il se maintient, cette source de gratuité permet à cette réalité d'avoir une certaine liberté dans la manière d'évoluer et de pouvoir voir les choses. Je vais maintenant essayer de vous dire un peu ce que j'ai appris au fil de ces années, parce que je crois que je ne suis plus la même que quand je suis arrivée. Donc je suis vraiment très reconnaissante aux années que j'ai passées là-bas parce que j'ai énormément appris. Je vais utiliser une citation moins élevée que celle de Véronica. J'ai pensé une phrase d'une chanson
qui dit « Je suis né sur une terre qui m'a donné ce que j'ai et je sais que je perdrai tout ce que je ne défendrai pas ». Cette phrase de la chanson qui est tirée d'un CD qu'on m'a offert de Jovanotti, je la trouve intéressante parce que ce dont je me suis rendu compte en allant là-bas, c'est que tout ce que j'avais reçu, ce que j'ai reçu en vivant ici, toutes les années que j'ai passées en Italie, mon enfance, mon adolescence, n'avait rien d'évident, n'allait pas de soi. Le fait d'avoir toujours dormi dans un lit, avec des draps propres, que de me lever le matin et trouver des vêtements prêts, d'un petit déjeuner, quelqu'un qui m'accompagnait à l'école, une école qui était là, il y avait un professeur, il y avait des amis, il y avait une cour où je pouvais jouer, je pouvais faire du vélo. Tous ces éléments, ma mère qui parfois me disait oui, parfois non, tous ces facteurs qui semblent banals, vus comme cela, qui font partie du quotidien, qui peut paraître banal, en réalité, ne le sont absolument pas parce que ce sont tous des facteurs qui ont permis à mon moi de grandir. Ces facteurs et beaucoup d'autres que j'ai reçus ensuite. Et la plupart des personnes de ce monde ne savent même pas ce que sont ces choses. Ils ne vivent pas comme cela. Par exemple, la plupart des enfants avec lesquels je travaille maintenant et que je fréquente chaque jour se réveillent et il n'y a personne à la maison parce que si ils ont une maman, elle est déjà sortie très tôt, ils se lavent eux-mêmes leur uniforme. S'il y a quelque chose à manger, très bien, sinon ils sortent. Sinon, s'il y a les voisins qu'ils appellent Chia, ils vont voir s'il y a quelque chose chez les voisins. Donc, ils développent déjà un sentiment d'autonomie très fort, très tôt. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se débrouillent et qu'ils défendent ce qui les intéresse. Donc, la première chose que j'ai apprise dans le temps, j'ai mis beaucoup de temps pour cela, c'est que la situation de nécessité ou ce fait de vous vivre dans des conditions où les facteurs sont aussi instables parce que un jour ton père est là avec toi, le lendemain il s'en va. Il va peut-être vivre à 3 maisons de distance et puis au bout de 3 mois, il a déjà une autre famille. C'est quelque chose de très commun. Donc cette variabilité des facteurs, ou bien la maman a réussi à trouver un travail, on vit bien pendant quelques mois et puis elle perd son travail et tout à coup, on n'a plus rien. Ou bien, quelqu'un tombe malade dans la famille, c'est la fin, il n'y a pas de ressources pour pouvoir affronter cela. Ou bien, comme ça arrive à Salvador et dans notre quartier, quand il pleut très fort, les maisons sont inondées et comme elles ont des infrastructures très fragiles, parfois l'eau emporte tout. Cette fragilité des facteurs extérieurs, dans le temps, je me suis rendu compte qu'elle fait en sorte que les personnes raisonnent de manière différente. Et j'ai appris beaucoup de cela. Pourquoi? Parce que je me suis dit, nous, Européens, entre guillemets, moi, nous avons une manière d'utiliser la raison un peu rigide. Nous venons d'une histoire où nous sommes habitués à manipuler la réalité. Donc nous pensons 6 choses le matin, on se dit aujourd'hui je vais faire 6 choses, en général on arrive à en faire 5 parce que la réalité dans plus ou moins nous correspond à nos calculs. Et si par hasard il y en a une qui ne se passe pas comme qu'on avait prévu, alors on est furieux parce que ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et là, ce fait de voir dans une réalité où les facteurs sont aussi flexibles, rend les personnes beaucoup plus souples du point de vue de l'usage de la raison. Alors que nous n'avons qu'un plan A pour affronter les choses. Eux, ils ont un plan B, un plan C, un plan D et parfois un plan Z. Ils sont beaucoup plus libres face à la réalité. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Être plus disponible à la forme sous laquelle la réalité se présente. L'autre chose, que je voudrais aborder,
Ce sont les deux points essentiels sur lesquels nous essayons de travailler en étant sur place. On le voit un peu dans la vidéo, l'aspect scolaire et l'autre point qui est la question de la violence. Sur la question de l'école, à un moment donné, nous avons décidé que notre soutien scolaire était presque une école. Pourquoi? Parce que malheureusement, à cause de la forme sous laquelle s'organise la vie sociale au Brésil, en pratique, les choses fonctionnent là où on a de l'argent. Et si on n'a pas d'argent, les choses vont mal pour toi. Donc l'école publique, l'hôpital public sont des milieux où, en réalité, personne n'est responsable de rien. Et donc, c'est le désastre. Pour que vous compreniez comment sont les écoles, je vais vous raconter un exemple personnel. La directrice d'une école qui se trouve dans une communauté qui est à l'autre bout de notre centre, c'est peut-être la communauté la plus difficile parce qu'il y a plus de problèmes de violence, etc. Et juste là, il y a une école. Et comme nous avons beaucoup d'élèves qui viennent de son école, la directrice m'a appelée et m'a dit « Écoute Paola, viens pour dire à tes jeunes, à tes élèves, qui sont aussi mes élèves, de ne pas détruire notre école. » Alors je suis allée là-bas, je rentre dans l'école, c'était un chaos. Tout le monde courait dans tous les sens. Et quand ils m'ont vu arriver, les plus petits ont commencé à dire « Ah, c'est... Paola arrive, Paola arrive. » Les petits qui ont encore un peu le sens de l'adulte ont commencé à courir vers les classes. Et les plus grands, ils me regardaient et disaient « C'est pas l'heure d'aller en cours. » Et ils disaient « Paola, tu t'occupes du soutien scolaire. » Donc ils étaient libres d'aller et venir dans la structure où ils ont vraiment tout détruit. Les tuiles, les gouttières, les sièges. Et les professeurs étaient enfermés à clé dans la salle des profs. Alors on a discuté un peu et puis j'ai dit à la directrice, écoute, on va passer dans l'école. Et je me demandais pourquoi ces jeunes, dont certains sont les jeunes que nous avons au centre, pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme cela ici? Et pourquoi est-ce qu'ils se comportent de manière différente là-bas? Et pourquoi est-ce que ces professeurs ont tellement peur? Parce qu'ils s'étaient enfermés par la peur. Parce qu'ils disent que les jeunes les menacent. Alors je me disais, pourquoi ici ils les menacent et nous, ils ne nous menacent pas? Je vous fais simplement cet exemple pour vous dire quelle est la situation générale des écoles. J'ai compris où était la différence. C'est la question de la présence. Il n'y a pas de formule magique. C'est une présence. Tu te mets avec le jeune et tu lui dis « Mais pourquoi tu fais comme cela ?» C'est une sorte de dialogue, une série de dialogues. On passe du temps ensemble, on fait les choses ensemble, on voit les choses ensemble. Et c'est cela qui change aussi la forme dont on traite les choses, la manière dont on traite les choses. Donc sur le plan scolaire, nous essayons de compenser certaines lacunes de l'enseignement de l'école publique en essayant déjà d'orienter nos élèves vers un parcours de forme professionnelle ou vers des études. Pour ce qui est de la question de la violence et de la sécurité, qui est vraiment un thème récurrent, je vais vous raconter là aussi quelques faits. Je ne vais pas rentrer dans cette dynamique de pourquoi ça arrive, etc. Parce que ce sont des situations d'affrontement qui arrivent dans la communauté entre des groupes organisés et la police ou entre eux, etc. Mais je dis que de fait, il y a des périodes où il se passe vraiment des choses difficiles. Et après le énième épisode d'un jeune qui a été tué, j'ai eu cette idée, je suis rentrée en classe et dans toutes les classes, j'ai demandé aux jeunes qui, dans sa famille, avait eu quelqu'un qui avait été assassiné. Et tous ont levé la main. Donc c'est un phénomène très répandu. Qu'est-ce que j'ai appris de cela? Nous avons un petit groupe de parents
avec lesquels je partage les principales choses que je fais au centre. Je leur demande toujours ce qu'ils en pensent. Parce que leur point de vue, c'est celui de quelqu'un qui vit la réponse que nous essayons de donner. Et quelqu'un m'a dit une phrase qui pour moi a fait l'effet d'une bombe atomique. Il m'a dit « Mais Paola, la meilleure façon de défendre l'espace, c'est d'inclure. » C'est une phrase qui est beaucoup en harmonie avec ce que dit le pape. Des ponts et pas des murs. Pour moi, cette phrase m'a fait repenser à tout ce que nous faisons dans le centre, parce que je l'ai trouvé absolument génial. Je vais vous citer encore quelques exemples pour comprendre. Une fois, certains jeunes ont crevé le pneu d'un professeur parce qu'il voulait une pompe pour gonfler un ballon et la concierge n'a pas voulu leur donner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai affronté ce fait? J'ai appris que si tu réagis de manière, disons, policière, cela suscite une haine. Ça suscite une réponse de haine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée avec le prof de capoeira à chercher ces jeunes dans la rue, parce que les voisins nous ont dit qui c'était, un par un. Dans la bahia, je suis restée là pour parler avec eux et avec leurs familles. Et mes professeurs me disaient « Mais non, Paola, comme ça, tu te mets en danger. » Mais à la fin, de toute façon, je m'expose. On ne court pas de risque parce qu'on ne court pas le risque de dialoguer. De toute façon, on court un risque. Mais ton ennemi, entre guillemets, te reste étranger. Tandis que si tu risques de créer un lien, devant toi, tu n'as plus un étranger. Tu as quelqu'un. Et toi-même, tu n'es plus une étrangère pour l'autre, un étranger. Donc c'est un exemple banal pour dire que tout ce que nous faisons ont en elle, tout ce qu'on fait a en soi non seulement ce que nous voulons faire, mais aussi un point de vue de toute la communauté dans laquelle nous sommes, les parents, les proches. Et le résultat, entre guillemets, de cela, c'est que, par exemple, nous n'avons pas l'ombre d'un gardien. Vous avez vu que la structure est très belle. Et nous n'avons pas besoin de gardien. Nous n'avons jamais eu de problème d'invasion de l'espace, même quand on ferme pour les vacances. Parce qu'il y a une manière de protéger l'espace, et nous-mêmes qui travaillons là, qui vient de la communauté elle-même. Notre espace est perçu comme un bien pour la communauté, même de la part de ceux que tout le monde craint. Il y a une forme de protection parce que c'est perçu comme un bien pour tous. Il y a des milliers de manières d'exprimer cette formule. Des ponts et pas des murs. Par exemple, nous n'avons pas d'horaire pour les parents. Quand les parents ont besoin, ils peuvent toujours venir. Il y a toujours quelqu'un qui dit bonjour, bonsoir. On ne peut pas toujours résoudre le problème sur le moment, mais le fait que la porte soit toujours ouverte, qu'il y ait toujours un espace pour rencontrer l'autre, cela nous a permis de beaucoup construire dans le temps. Donc, pour résumer, je me suis rendu compte que la rencontre ouvre plus de possibilités. Elle t'ouvre des possibilités auxquelles tu ne pensais pas avant. Tandis que si l'on se défend, il y aurait toutes les raisons de se défendre là, pour construire des murs, pour mettre des gardiens. Mais cela crée une distance entre soi et l'autre qu'on ne comble plus. Dernier point, l'activité sportive que vous avez vue dans la vidéo. Le sport est né dans un deuxième temps en 2013. À partir d'un jeune, un élève qu'on avait, Paolo, vous savez, ces jeunes que personne ne peut canaliser. Insupportable. Il en faisait de toutes les couleurs, à chaque instant, et donc il était presque toujours dans mon bureau.
Et je me disais, mais pourtant, il est intelligent. Et j'ai commencé à penser à quelque chose qui puisse intéresser ce jeune. En me demandant, en pensant que étudier, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas tellement attirant d'un point de vue immédiat. Alors j'ai eu cette idée, j'ai pris lui et le meilleur élève que j'avais à ce moment-là, je les ai mis ensemble et ils devaient organiser un tournoi de foot pour les plus petits. Vous savez que le foot au Brésil, c'est important. À partir de là, j'ai été impressionnée par la réponse des jeunes, par l'action que ça faisait naître en eux. Et j'ai eu la chance de trouver des ressources et c'est comme ça qu'est parti ce projet de sport. Sur ce chemin, j'ai bien aimé la phrase de Véronica qui disait des miracles. Il y a eu des choses qui se sont passées. Par exemple, on a pu mettre un toit sur notre terrain qui a été découvert. Donc l'activité sportive s'est beaucoup développée. Et moi, je suis impressionnée par la manière dont les jeunes se laissent discipliner par le sport. Et comment ils acceptent beaucoup plus que 1000 discours sur ce qui est juste et faux. Par exemple, au handball, si tu réponds à l'arbitre, on ne peut rien dire à l'arbitre. Si tu réponds à l'arbitre, tu as 2 minutes de suspension. Et ces jeunes qui sont tellement impulsifs, parce que dans la vie des favelas, tout dépend de l'impulsion, tout repose sur les hurlements, tout le monde sait tout de tout le monde. Et c'est important de voir comment ces jeunes deviennent des gentlemen quand ils jouent. Donc ils emmagasinent ces formes qui sont demandées par la pratique du sport. Je dis autre chose sur le sport qui s'est produite, qui n'était pas prévu. C'est le fait que nous avons commencé à participer au championnat des écoles privées. Pourquoi? Parce que comme je le disais, au Brésil, ce qui marche, c'est seulement là où il y a des gens qui payent, donc seulement les écoles privées. Donc qu'est-ce que ça a signifié pour nous? Que nos jeunes, qui viennent tous des banlieues, qui sont tous des jeunes de couleur, allaient jouer dans ces grandes écoles où il y a, comme disent mes professeurs, les fils de millionnaires. Et donc il y avait une sorte de rencontre-affrontement. Parce que c'est évident que probablement ces jeunes, sans cette possibilité, ils n'auraient jamais vu ce côté-là de la ville. Ils n'auraient jamais rencontré ces autres jeunes. Et ça, pour nous, cela a été une possibilité inattendue, mais très intéressante, de dialoguer sur des thèmes et des situations, des expériences que les jeunes doivent affronter tôt ou tard. La question de la discrimination, la question du racisme. Mais cela se passe avec une présence. Donc cela permet qu'on puisse regarder ces réalités que nous ne pouvons pas changer parce que c'est la réalité. Ce seront des jeunes qui seront discriminés. Ce seront des jeunes qui auront beaucoup de difficultés à tracer leur chemin de façon féconde dans la vie. Donc ces facteurs, ils restent, mais cela se passe avec une hypothèse qui leur montre d'autres nuances. Par exemple, on peut voir ça avec une hypothèse positive, disons. Bon, je conclus en reprenant la phrase du meeting parce que je me demandais, les forces qui font bouger l'histoire sont aussi celles qui rendent l'homme heureux. C'est une coïncidence, mais c'est la seule phrase qui est affichée au-dessus de mon bureau. Et la formule est un peu différente. C'est les mêmes qui font bouger le cœur de l'homme. Je me suis demandé ce que cela voulait dire pour moi. Et je réponds, quelle expérience ai-je fait de la vie jusqu'à présent qui me rend extrêmement reconnaissante? J'ai expérimenté qu'il est possible de vivre la vie à partir du cœur. Et ce n'est pas une attitude adolescente.
Mais c'est le contraire, vivre, pouvoir vivre sa vie avec toute l'amplitude de ce que suggère le cœur. Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. C'est ce qu'il y a de plus important et de plus intéressant de tout ce qui peut se produire. Dans le temps, on commence à expérimenter le fait que notre cœur bat au même rythme que la réalité. On est habitué à penser de manière dichotomique que les choses sont soit positives, soit négatives. Mais tout dialogue avec le point qui est notre cœur. Et rien ne peut t'empêcher de te positionner, d'être présent dans l'instant qui se présente. Donc moi aussi, comme Véronica, je dis oui, c'est possible. C'est possible de vivre à la hauteur du cœur, dans quelque circonstances que ce soit. Job est une légende du Bible, une vieille histoire de l'Ancien Testament, parce que chacun d'entre nous, dans sa vie, quoi que ce soit d'enfant, rencontre l'handicap. Cela naît avec la condition de vouloir se mouvoir. Tout de suite, cela rencontre quelque chose que ça pourrait dire de ne pas être heureux. Ou bien, tu pourrais vivre dans une situation où tu as tout, où la réalité est normale, en s'y disant. Tu te trouves dans une situation où tout change, où tout manque, où tout n'est pas normal. Le lit, le petit déjeuner, la sécurité, l'école, les vêtements même. Chacun dans la vie, que tu le cherches ou pas, trouve la contradiction, le mal. Et alors pourquoi, pour la plupart des hommes, on pourrait dire que ce titre-là ne marche pas? On l'a compris aujourd'hui, parce que la plupart des hommes n'a pas l'œil de verre. Nous avons deux yeux normaux qui pensent de voir, de regarder. Mais Saint-Exupéry disait que l'essentiel est invisible aux yeux. Alors que l'œil de verre, je me permets de paraphraser le pape, l'œil de verre représente l'œil du désir. On l'a écouté à travers Véronica. Le rêve qui regarde la réalité, mais ce n'est pas le rêve, c'est le regard du cœur qui voit que ce que dans la réalité paraît invisible. C'est le désir. Le désir à quoi faire, à quelque chose dans le meeting, on en a beaucoup, les astres, la profondité des êtres. Le désir va dans la vérité, dans la réalité. Il ne s'arrête pas devant la douleur, il ne s'arrête pas devant le handicap, ni s'arrête devant à ce que quelqu'un a devant lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'œil de verre te fait découvrir des voies que tu ne imaginais même pas. Tu as 7 ans, 10 ans, et la voie que la réalité te met devant toi, il te met devant une façon de percevoir la réalité, comme ça peut être l'écriture, une façon de percevoir la réalité qu'on n'a pas, nous. Que cet œil te fasse percevoir cette volonté de bouger encore plus grande que celle qu'on a, que te fait encore aller au-delà des limites. Et qu'à partir de cette réalité même de l'écriture qui te fait marcher dans un monde qui est là, mais que tu n'es pas conscient d'avoir pour toi, ou bien dans ce désastre, tu commences à inclure, le mot inclure, à regarder la limite, ce que les autres n'ont pas, comme un pont, comme une possibilité
pour utiliser ceux qui détruisent la pompe du vélo comme la possibilité de commencer une relation. Qui aurait jamais dit que la violence devient même un facteur de possibilité, de réalité? Et alors la réalité même, la réalité qui ne marche pas, limitée, quand elle rencontrer, le mot rencontrer, mais rencontre comme méthode, différent de idéalisme, comme Justin le disait, je fais devenir ce que je pense la réalité. Empirisme. Non, cette rencontre voit par elle-même. Et elle fait un parcours. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la réalité pose ce qui est de plus normal, le miracle. Le miracle parce que la réalité est le miracle. Job parle de la réalité qui part de l'être quand Dieu lui parle. Et la Véronica parlait de la réalité d'elle-même, de l'handicap qui devient la découverte de l'être en don, le miracle. Vous vous rappelez Chesbron, Minuit, Dr. Schweitzer, le dialogue entre Schweitzer et l'autrui. Et Schweitzer disait, il n'y a plus de miracle parce que l'autre lui faisait du bien, mais en même temps, il était abandonné par les gens. Mais au contraire, les miracles sont là. Le miracle est la réalité. Holm disait dans L'Arbre, le miracle, c'est la force que l'homme n'a pas. Le miracle, c'est le regard à la réalité. Quand on a cet œil de verre qui te fait marcher, jusqu'à percevoir que être heureux ne signifie pas d'avoir un ciel sans tempête, un chemin sans obstacle, un travail sans difficulté, mais ça signifie de trouver l'espoir et la force dans les batailles, que dans la réalité d'un garçon, parce que cette réalité est habitée. Mais pour dire qu'elle est habitée, il ne faut pas lui mettre dessus, superposer la valeur. Dieu vient par soi-même. C'est une présence qui t'embrasse, que tu le rencontres même seulement le moment avant de l'intervention, qu'il te surprenne seulement là, que ceci devienne ce qu'on a vu dans la vidéo, que les gens ne sauront jamais jusqu'au fond donner le nom de Dieu ou utiliser le mot Christ avec tout le rituel qu'on a, mais le Christ le voit, le regarde, on l'a rencontré. Christ est le regard de quelqu'un qui te fait respecter même l'arbitre qu'on ne respecte pas, même en étant chrétien, parce que la violence est de nous qu'on est encore plus confus. Il faut qu'on pense juste à ceux qu'on voit les dimanches. Mais Job, c'est chacun d'entre nous. Et ce titre est un parcours pour nous. Mais il faut qu'on regarde les témoins qui sont autour de nous. Il faut qu'on regarde ceux qui, chaque jour, s'immergent dans la douleur, dans la difficulté. Et en ne renonçant pas au sacrifice, ils découvrent cette réalité. Donc, il nous faut une découverte tous les jours. Une découverte faite par des sacrifices, comme Véronique le disait. Un sacrifice à la participation à la croix de Christ qui nous fait découvrir une participation pas liée au rituel, mais qui dérive du fond de la réalité. Cela est le parcours que le meeting vise à faire continuer ici. Merci.